Bonjour, je m'appelle Samson Jean-Marie, je suis doctorant en première année et ma thèse s'intitule « Enjeux, capacités et vulnérabilités pour faire face au changement climatique, l'apport des savoirs locaux et des échanges de savoirs auprès d'habitants de la Nouvelle-Calédonie et Vanuatu ». Et je suis sous l'encadrement de Gilbert David, Catherine Sabino et Christophe Menkes. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire, et c'est une histoire vraie. Le 13 mars 2015, alors que le ciel s'assombrissait, on annonçait à la radio un potentiel cyclone. Calo, qui est un agriculteur vanuatais, a pris toutes les mesures pour protéger son champ, sa maison. Malheureusement, l'intensité des pluies et la force du vent ont tout balayé. Abattu, mais que faire? Dans un premier temps, il va voir ses voisins en récupérant des plants de taro. Il va construire une taraudière là, dans la partie où son champ est inondé. Quelques mois après, il va surélever une partie de son champ en construisant des billons afin de se préparer à un potentiel inondation. Et encore, 2 ans après, il continue à s'adapter en allant dans la montagne, en créant ou en aménageant un autre champ dans un système agroforestier pour faire face à des potentiels aléas climatiques. Ce cas de figure de M. Calo, donc des milliers d'agriculteurs ici en Calédonie, Vanuatu et chez moi à Haïti, donc vivent encore cette réalité. Pourquoi? C'est parce que ces peuples-là ont un mode de vie qui est largement dépendant du milieu. Donc, ce sont des agriculteurs, des chasseurs, des pêcheurs. Malheureusement, ils font face à un ensemble de phénomènes de changement. Donc, ils sont des changements environnementaux et le changement climatique. Et c'est un cercle vicieux dans le sens où, quand les modes de vie de ces populations sont impactés, ils auront tendance à renforcer exploiter beaucoup plus le milieu et le milieu devient beaucoup plus vulnérable à des changements climatiques. Fort heureusement, on observe aussi chez ces populations une grande capacité à développer des savoirs et des savoirs locaux ajustés pour faire face à ces phénomènes. Premièrement, ils analysent les impacts du changement climatique sur leur culture, sur leur champ, et échanger aussi avec leurs pairs, d'autres agriculteurs et d'autres chercheurs pour construire ce qu'on appelle la culture du risque. La culture du risque, c'est ça qui va permettre, d'assurer une viabilité des pratiques et s'adapter aux viabilités climatiques, au final, pour assurer une viabilité des communautés. C'est un grand travail. Que faire en ce sens? D'où l'intérêt de cette thèse que je réalise au sein du projet CLIPSA à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et au Centre de recherche de l'IRD, qui vise à décrire les forces et les faiblesses de ces agriculteurs face à un futur marqué par des changements climatiques, ou des extrêmes climatiques. Comment j'ai fait ce travail? Donc, dans un premier temps, pour toujours dans le cadre des objectifs, c'est afin de décrire comment les agriculteurs perçoivent le changement climatique au-delà du discours scientifique. Deuxièmement, décrire les solutions qu'ils mettent en place, comment ces solutions-là se sont donc construites, mobilisées ou échangées entre ces pairs, et également pourquoi des savoirs locaux sont mobilisés tandis que d'autres sont abandonnés ou délaissés. Au final, c'est de décrire le potentiel de ces savoirs pour les politiques publiques. Comment je réalise ce travail? Je prends mon sac à dos, je vais à la fois à Maré, à Canala et très prochainement à Santo et Faté pour discuter. Et vous me direz peut-être avec qui? Avec des abeilles. Ah non, pas vrai. Je ne vais pas dans des laboratoires comme Wanyalo pour faire des expériences, mais plutôt, je vais rencontrer sur le terrain des laboratoires ambulants. Pour moi, ce sont des laboratoires ambulants. Je qualifie ces agriculteurs à des abeilles. Pourquoi? Premièrement, c'est parce que ces agriculteurs, c'est leur force de travail. C'est des travailleurs, des bosseurs. Deuxièmement, c'est leur capacité à aller piocher dans différentes sources de savoir. Savoir des vieux, savoir scientifique et aussi des savoirs qu'ils arrivent à mettre en place. C'est pour ça que je les qualifie comme des abeilles. Et aussi, pour moi, c'est des laboratoires qui intègrent
un ensemble de facteurs du milieu. Premièrement, je vais prendre un café avec eux et puis aller dans le champ. Ils vont me raconter l'ensemble des rites, des rituels, des cultures qui accompagnent l'ensemble de leurs travaux. Et aussi, ils me racontent également comment ils observent les nuages, le comportement des animaux, des oiseaux, des baleines, et aussi les ressources en présence, la présence de l'eau ou pas, quel type de sol qu'ils ont en présence pour analyser ce sol et décider, quoi planter, comment planter, quand et aménager son champ, et aussi comment prendre soin de leur culture. Et c'est pas que ça, ils intègrent un ensemble d'autres connaissances, les savoirs des scientifiques, les données météo. Et tous ces éléments permettent non seulement d'aménager leur champ, mais aussi de prendre un ensemble de décisions qui leur permettent de faire face au changement climatique. Nous parlons de changement climatique, mais eux, ils parlent de fortes pluies, de sécheresse, de vent. Alors, je vais essayer de rester dans un exemple concret. J'ai rencontré un agriculteur à Canala qui me raconte quelques difficultés qu'il a rencontrées durant la Niña de 2020 à 2023, que vous connaissez peut-être, forcément, et quelques stratégies qu'il a pu mettre en place pour adapter ses pratiques. Dans un premier temps, il pleuvait beaucoup. Forcément, il y a des inondations. Contrairement à marée, il y avait des inondations, mais ce n'était pas aussi violent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va rencontrer certaines difficultés. Difficulté pour accéder à son champ avec des machines. Il possédait des machines agricoles. Deuxièmement, la perte de ses récoltes et une baisse drastique de ses rendements. Que faire? Dans un premier temps, rien. Oui, ne rien faire rentre dans ces stratégies parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas qu'ils étaient dans la période de la Niña parce que personne ne l'avait informé de ce phénomène. Après, il va voir ses voisins et commence à nettoyer un ancien canal qu'il avait dans le champ pour évacuer l'eau et récolter de manière précoce ses produits, vendre rapide ses produits, utilisation de la main-d'œuvre extérieure pour la première fois. Ça, c'est ce que j'appelle une stratégie de bricolage, de tâtonnement. Et après, il va rentrer dans une autre forme de stratégie plus éclairée. Après quelques mois, il va commencer à mettre un verger dans la zone inondable de son champ et réorganiser normalement de manière spatiale ses cultures. Ici, je mets le taro parce que c'est inondable. Ici, je vais mettre d'autres cultures parce que ce n'est pas inondable. Et aussi, il va recruter définitivement des main-d'œuvre à temps complet. Mais l'ensemble de ces stratégies vont rencontrer sur le terrain deux facteurs. Des facteurs qui vont les favoriser, parce que son champ est localisé dans un endroit de plaine, donc ce qui est accessible à des machines. Il bénéficie aussi d'une assurance qui lui permet de prendre des risques et une bonne connaissance du lieu grâce à son père et l'entraide de ces échanges. Je peux avoir lui pour regarder l'heure. Ok, ça marche. Et aussi d'autres facteurs qui sont des facteurs bloquants. Il n'y a pas de rose sans épines. Ils estiment que les phénomènes météo-climatiques sont de plus en plus intenses, d'où une intensité de force de travail beaucoup plus importante et une bonne partie de son champ est inondable. Il faut il faut vivre avec ces contraintes. En réalité, c'est la rencontre de ces facteurs facilitants et bloquants avec les stratégies qu'ils mettent en place qui vont rendre robustes ces stratégies. Et la robustesse de ces stratégies vont faire que ces stratégies vont transformer en des outils d'adaptation et d'atténuation à une éventuelle inondation. Et aussi, ces connaissances-là vont être partagées avec ses pairs. Alors, donc, cet exemple, je peux en prendre des dizaines. Ce sont des exemples qui sont en cours d'analyse et d'autres encore sont en cours d'analyse pour essayer de montrer comment des agriculteurs s'adaptent et aussi d'extirper le plus d'informations possible afin de fournir des ressources à ces agriculteurs ici en Calédonie, pourquoi pas à d'autres agriculteurs, à Haïti, à Vanuatu, pour prendre des décisions dans le futur. Parce que le futur est marqué par des phénomènes, le futur est incertain face au changement climatique. Donc, il va falloir de plus en plus augmenter nos efforts pour adapter nos pratiques agricoles. Alors, je pourrais en continuer, mais étant donné que le temps me fait la guerre, j'arrête là, mais l'histoire continue.
Merci Samson. Pour ceux qui le découvrent, Samson, il a des dons de conteur. D'accord. Il nous raconte à chaque fois une histoire. Il était candidat à ma thèse en 180 secondes en début d'année et il nous avait raconté également une belle histoire. Et donc c'est vrai qu'on accroche, on va dire assez facilement à l'histoire. Puisque tu as ce talent. Il y a, effectivement, tu dis des exemples comme ça, je pourrais en avoir des dizaines. Je pense qu'effectivement, il va falloir en avoir quand même quelques-uns, parce qu'on ne peut pas tout baser sur une ou deux observations. Mais bon, là, tes directeurs de thèse sont là pour on va dire, veiller. Mais voilà, c'est très bien et je te félicite encore pour ta présentation. Donc, Madame la VP Recherche, Véronique Filleul, une question. Merci beaucoup, Samson. J'ai été vraiment très sensible à votre exposé. Je trouve que c'est une performance à la fois intellectuelle et oratoire. Le support aussi visuel a vraiment été de très grande qualité. Deuxièmement, je voudrais dire quand même que j'apprécie énormément votre façon de parler des agriculteurs, parce que c'est alors une catégorie socio-professionnelle, une communauté, je ne sais pas, en tout cas des humains, qui pour moi sont des surhommes peut-être dans le contexte actuel. Alors je ne sais pas, peut-être en Nouvelle-Calédonie ou plus largement en Océanie, ils ne sont peut-être pas aussi stigmatisés qu'en France ou en Europe, mais voilà, je voulais juste rappeler qu'en France, des agriculteurs se suicident tous les jours, qu'il ne faut pas l'oublier. Une petite question pointue. Alors, peut-être pour faire le lien avec ce que dit Jean-Marc à l'instant sur le nombre d'observations. Bon, Jean-Marc, il a peut-être besoin d'être formé aux approches qualitatives. Les approches qualitatives, on n'est pas dans le quantitatif et donc on a développé des méthodologies justement qui permettent de co-construire des savoirs. Pour faire le lien avec le micro-récit du début et la façon d'aller sur le terrain, ici en Calédonie, au Vanuatu, donc je reviens à ma question un petit peu pointue. Comment vous vous y prenez pour discuter, dans quelle langue, et puis comment donc faire émerger justement le récit professionnel de ces agriculteurs, le récit de vie et la façon dont ils pourraient justement, par réflexivité, faire émerger ces savoirs. Merci Véronique. Il y a deux contraintes dans mon travail, c'est la langue et aussi la présence d'autres personnes. Je prends des exemples. C'est que quand je vais à Canala, le plus souvent, quand ils me parlent des oiseaux, pour parler de comportement des oiseaux, qui annoncent le cyclone, parfois ils ne connaissent pas le nom en français. C'est le nom en langue. Donc, du coup, j'ai dû écrire les noms en langue avec la manière dont la personne prononce. Et, voilà. Donc, oui, c'est une difficulté que j'essaie. Après, comment je peux dire, j'essaie de rencontrer plusieurs personnes pour dire est-ce que vous connaissez le même oiseau et comment vous l'appelez. Donc, pour essayer de passer, de franchir cette difficulté. L'autre problème, c'est que quand je discute avec des femmes, le plus souvent, si leur mari est à côté, ces femmes-là n'arrivent pas à exprimer clairement et voilà ce qu'ils voulaient dire, parce que j'ai fait l'expérience à Maré et aussi à Canala. Donc, du coup, je dois retourner sur le terrain, essayer de les rencontrer toutes seules comme ça. Je pense qu'elles sont plus à l'aise de me raconter ce qu'elles font vraiment dans le champ. Je prends un exemple à Maré. La femme, avec son mari, elle voulait pas dire quelque chose, mais sans son mari, elle m'a dit, tu sais, ici, si ton mari ne fait pas le chant, toi, la femme, tu dois faire le chant pour éviter que ton mari soit mal vu dans la communauté. C'est quelque chose qu'elle pourrait pas me dire en présence de son mari. Donc, c'est des contraintes comme ça que je rencontre. Et à Vanuatu, je suis pas encore allé. J'irai probablement ce 10 septembre, j'espère, et j'attends encore mon visa. Je suis haïtien, j'ai fait une demande qui n'est pas encore aboutie, donc j'attends encore mon visa, et voilà. Donc à Vanuatu, je ne peux pas encore dire parce que je ne suis pas encore allé. Oui. J'ai une question. Pardon. Après, je passerai le micro juste après. Alors, merci sur l'art que tu as de nous emmener
dans ton sujet. Moi, j'avais une question par rapport à la dynamique des acteurs que tu interroges. Donc, bon, je comprends qu'ils sont dans une stratégie d'adaptation et c'est quelque part, ça peut être innové que d'être dans une stratégie d'adaptation. Et toi, tu fais le choix d'être, comme on dit dans notre langage, dans notre jargon, en innovation ouverte, c'est-à-dire que tu es dans un objectif de partage, ce qui est tout à ton honneur, pardon. Et ce qui est très vertueux, hein, c'est très bien. Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où, face à toi, tu trouves des acteurs qui perçoivent finalement leur stratégie d'adaptation comme étant, pour eux, se créer un avantage compétitif, et du coup avec une stratégie plutôt de secret et de ne pas vouloir divulguer? Donc, horreur, honneur, les deux font la paire. Et donc, oui, à la fois, j'ai rencontré un agriculteur qui me raconte des choses, mais il y a certaines parties de sa conversation qu'il n'aimerait pas que je divulgue parce qu'ils estiment que c'est des secrets, parce que à partir de ces stratégies, il arrive à produire différemment des autres agriculteurs. Donc ça, je ne peux pas le divulguer. Aussi, à Marais, j'ai rencontré un agriculteur qui me raconte comment, et voilà, dans son clan, il plante l'igname, et quand il fait chaud, quand il pleut, voilà, et aussi, si il a planté ses ignames dans une période de sécheresse, la pluie commence à tomber, qu'est-ce qu'il fait comme, voilà, dans son champ? Ça, il m'a dit, ben, tu sais, tu gardes ça pour toi et c'est pour le clan, de ne pas divulguer. Oui. Donc, il y a à la fois, c'est dans une dynamique de vente, parce que c'est un agriculteur qui cultive pour la vente, et à Marais, c'est dans une dynamique de protection de ses connaissances, qu'ils estiment que c'est des connaissances du clan qui ne doivent pas sortir voilà, qui ne doivent pas être mobilisées ailleurs. Donc oui, je rencontre. C'est pour ça, je vous dis, ben, voilà, l'horreur et l'honneur, les deux. Merci pour la réponse. Merci Samson pour ton exposé, ta présentation, et je suis ravi de voir que l'histoire continue. La première question qu'on se pose en t'écoutant, c'est quel est le champ disciplinaire dans lequel s'inscrit ta thèse, parce qu'une thèse s'évalue par section, comme on le sait, et ensuite on peut s'éparpiller une fois qu'on est docteur. Le deuxième élément, c'est que on a affaire au changement climatique. Est-ce que dans ton cas, il se réduit au cyclone? Et comme tu n'es pas encore allé au Vanuatu, tu seras sur le couloir des cyclones. Donc voilà les deux questions que j'aimerais te poser. Merci pour ces deux belles questions. Ma thèse s'inscrit dans le champ disciplinaire de l'anthropologie et géographie, même si moi je suis ingénieur agronome. Voilà. Et autre réponse, c'est que pour la thèse et pour mes expériences à Haïti, je ne saurais dire que le changement climatique, c'est cyclone, parce que moi, j'ai vécu à Haïti, j'ai vu différentes variantes des impacts du changement climatique. Non, c'est pas que le cyclone, c'est un ensemble d'éléments. Vous avez des périodes de sécheresse prolongées, les impacts sur le milieu marin. Moi, là où je pouvais, j'ai dit ça au doctoral, là où je pouvais aller me baigner il y a 10 ans à Haïti, je peux plus parce que la mer a tellement avancé. Donc, il y a plein d'impacts du changement climatique. Donc, il va falloir que le questionnement scientifique soit précisé pour qu'ensuite la méthode que tu vas appliquer, le choix des personnes que tu enquêtes, à partir desquelles tu construis ton récit scientifique, soit structuré sur un fil conducteur d'une part, pour que tu puisses parler de stratégie auxquelles tu donnes d'ailleurs la robustesse. Tu parles de stratégie robuste, alors que tu as dit que quand l'agriculteur ne fait rien, c'est déjà une stratégie. Donc, il va falloir que tu te repositionnes clairement, surtout que Tahiti n'est pas sur ton terrain d'application, c'est un autre cas. Et chaque espace a ses spécificités. La généricité se fait après. Donc, sur la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu,
tu as intérêt à trouver le bon curseur pour le changement climatique. Surtout que la première présentation a mis l'accent sur les éléments qui permettent de mesurer le changement climatique et il faudrait que tu t'inspires également de ça pour voir comment les paysans perçoivent les modifications de ces éléments. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, l'histoire continue. Je peux aussi continuer l'histoire avec vous pour me donner de bons conseils encore pour la suite de la thèse parce que je viens tout juste de commencer. Merci. Bonjour Samson. Samson. Je te remercie pour l'exposé, je me suis régalée et le déroulé était très fluide, c'était très agréable. Et tu sais, on a fait cours ensemble de communication et j'ai eu l'impression de retrouver des éléments qu'on avait vus ensemble. Donc je suis vraiment très contente parce que tu te l'es approprié et ça marche, c'est très efficace, donc bravo. La question que je voulais te poser, c'était par rapport à les personnes que tu enquêtes. Est-ce que tu intègres dans ta démarche l'observation du fait qu'elles utilisent ou pas le web pour aller rechercher des solutions par rapport à leurs impacts, voilà. Parce que tu sais qu'avec l'IAC, on a créé Agripédia et notre objectif, c'est justement de mettre à disposition de tout le monde une encyclopédie numérique dans laquelle on regroupe tous les savoirs locaux sur l'agriculture et on espère à un moment donné intégrer l'adaptation au changement climatique. Donc je voulais savoir si presque tu pouvais rajouter, si c'est pas le cas dans ton enquête, est-ce qu'ils ont usage du web ? Est-ce qu'ils connaissent Agripédia et est-ce que c'est un outil utile, le web, pour chercher des solutions par rapport à ce qui les impacte? Merci, Samson. Merci Estelle, oui. Donc ton empreinte est là déjà dans la présentation. Et oui, c'est pour cela que j'ai parlé des abeilles, sur leur capacité d'aller piocher dans les savoirs des vieux, mais aussi, donc à la fois, il y a quelque chose qui commence à se dégager dans la thèse, mais que je ne peux pas encore, parler de résultats, c'est par exemple les agriculteurs que j'ai rencontrés à la fois, qui sont des agriculteurs qui travaillent dans une logique de vente, qui mobilisent pas mal d'informations de la météo, ils regardent l'Agripédia et aussi ils ont des applications, diverses applications pour regarder quand planter, comment faire et aussi qui vont soit en Australie ou en France ou dans d'autres pays pour se former et dans leur champ vous allez retrouver des sons, des capteurs et qui mobilisent tout ça. Mais cet agriculteur qui mobilise l'ensemble de ces capteurs me dit aussi je regarde voilà sur la montagne, sur la chaîne, est-ce qu'il y a des nuages pour dire s'il va pleuvoir ou pas. Je regarde la météo, mais à côté, je regarde aussi les connaissances que mon papa m'a léguées. Donc, du coup, il y a une sorte de mix, une sorte d'articulation de ces savoirs anciens et les nouveaux savoirs qui sont produits par les scientifiques ou par Météo France ou d'autres organismes. Bonjour. Merci pour votre présentation. Alors, la première question a été un peu répondue tout à l'heure par vous suite à la question de la collègue juste à côté. Sur le double éclairage, est-ce que vous avez noté à un moment donné où les personnes s'appuient autant sur les savoirs locaux que sur les savoirs scientifiques pour favoriser une forme d'adaptation où progrès et compréhension progressent ensemble? Encore, c'est un autre élément qui se dégage dans la thèse, c'est qu'il y a une sorte de différenciation entre types d'agriculture. Quand vous rencontrez un agriculteur à la tribu de Ro, à Marais, vous voyez que donc les savoirs sont plus focalisés sur des savoirs anciens, des savoirs des vieux. Les vieux faisaient ça avant, donc voilà, on fait comme ça avant. J'ai posé à un agriculteur la question, pourquoi vous n'avez pas un champ beaucoup plus grand? Il m'a dit, vous voyez, les vieux, ils avaient des champs à l'échelle humaine. Pourquoi avoir un champ si grand? Pourquoi? Pour gagner de l'argent, pour acheter plus de voitures, pour faire... Voilà. Donc, vous voyez donc cet ancrage des savoirs locaux dans ces milieux. Et tandis que à Canala ou à La Foi, d'autres agriculteurs sont beaucoup plus en pointe sur les nouveaux savoirs et des savoirs qui sont plus modernes, en regardant des sites comme Agripédia, en regardant des données météo pour prendre des décisions, pour décider la date de semis, pour décider la date de récolte. Donc,
Et aussi, il y a une sorte de métissage de ces savoirs que je peux dire dans d'autres communautés que je trouve plutôt à Canala, une sorte de métissage. Bon, je comprends, tu traverses la chaîne et puis tu vas à Canala et voilà. Donc oui, parfois il y a des métissages, parfois il y a une sorte de priorisation d'un savoir par rapport à un autre, mais c'est encore bancal que je dois encore consolider avec des enquêtes de terrain comme le professeur vient de me le rappeler tout à l'heure. Bonjour, Virginie Debarnier, professeure des universités en sciences de gestion à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et donc, je rebondis sur la question du professeur Fautsing, car effectivement, on ne voit pas bien votre périmètre. Hein, où est-ce que vous allez, dans quelle discipline vous souhaitez ancrer votre thèse? Et par exemple, moi, je vois beaucoup d'ancrage possible en sciences de gestion, mais je pense que vous n'êtes pas en sciences de gestion. Donc ma question est la suivante. En sciences de gestion, en fait, cette belle histoire que vous nous avez racontée, ce monsieur qui cultive son champ, on va l'appeler un manager. Et il met en place des stratégies. Et on peut être manager d'une entreprise où on est seul, ou on peut être manager d'une entreprise avec 1 millier de personnes. C'est la même chose, c'est la même fonction, c'est la fonction managériale. Et donc, cette personne, elle va mettre en place des stratégies. Et quand elle a des difficultés, on parle en sciences de gestion de crise, elle se retrouve en crise. Bon, là, en l'occurrence, c'était la Niña, mais ça peut être des crises, on en a connu plein, sanitaires, financières, politiques, etc. Donc, en situation de crise, le manager adopte des stratégies en fonction de sa capacité de résilience. Et ma question est là, et c'est à la fois une question et en même temps une suggestion. Est-ce que vous êtes allé voir ce que la littérature explique sur la résilience? Parce qu'elle a 2 facettes. Elle a une facette externe où je vais chercher auprès des autres, et elle a une facette interne où je vais chercher en moi, tout seul, sur mon ordinateur, etc. Et il me semble que ça pourrait être un cadre théorique très intéressant pour votre recherche. Donc, voilà ma question. Merci, Madame Virginie. Cette approche-là, donc nous, on peut mettre plusieurs mots, gestion, agriculteur, innovateur, tout, mais sauf que l'agriculteur, quand il prend ses décisions, il dit, je fais ça pour pouvoir nourrir ma famille, pour pouvoir avoir de l'argent. C'est ça que j'essaye de comprendre. Au-delà du fait que voilà, ça rentre dans un cercle de gestion, on est d'accord, si on peut extrapoler, tirer des éléments, mais moi, je cherche à comprendre comment l'agriculteur essaye d'adapter ses pratiques, et voilà, pour répondre à l'autre point de questions, lui, il est allé voir ses voisins pour voir comment ils font. Voilà, il récupère des plants de taro pour planter. Mais aussi, pour les billons, forcément, soit il a observé ça ailleurs ou voilà, sur les réseaux sociaux ou en entendant ça à la radio, à la télévision. Donc, il y a plein de moyens d'acquérir ces savoirs. Il y a aussi, comme vous dites, des savoirs qui sont produits par la personne en elle-même. Et dans la tribu de Emma, à Canala, j'ai vu aussi un agriculteur qui a creusé un petit trou et commence à brûler des feuilles mortes pour pouvoir récupérer la cendre pour mettre dans son champ. Et avant, il me disait, tout le monde essaye de brûler leur champ. Moi, je ne brûle pas mon champ, j'essaie de faire ça. Je produis ma cendre et je vais le mettre dans mon champ. Mais je n'ai pas vu ça ailleurs. Donc oui, on peut dire que ces savoirs qu'il développe par lui-même. Oui, dans la littérature, le mot résilience, c'est un mot que je fais beaucoup attention à l'utiliser parce qu'on le met dans pas mal de sauces. Et quand je l'utilise, j'essaie de donner une définition de la littérature, mais aussi, si je parle de résilience avec une personne, j'aimerais demander à la personne, pour vous, résilience, c'est quoi? Et en fonction de votre définition, je vais pouvoir me positionner. Mais c'est un mot que j'utilise, mais avec parcimonie.